Bien, d'abord, quand on dit l'Asie, on dit la majorité de la population de la planète. 1,3 milliard pour la Chine, 1,1 milliard qui seront bientôt 1,3 milliard pour l'Inde, 500 millions pour l'Asie du Sud-Est. On dit déjà la majorité de la population du monde. L'Asie a été très en avance dans la civilisation humaine dans son ensemble pendant longtemps, pas seulement l'Asie. Je me trouve être égyptien, l'Égypte est un pays africain, mais un pays africain avec un petit morceau en Asie aussi, le Sinaï. L'Égypte, la Chine sont sont certainement la Mésopotamie les plus vieilles civilisations que l'on connaisse. Même à l'époque moderne. Avant l'invention du capitalisme historiquement existant par les Européens au moment de la Renaissance, au XVIe, XVIIe siècle, 3 siècles avant, il y avait eu déjà les villes italiennes, en Europe même. Mais à la même époque et un peu même avant, avec les Sung et les Ming en Chine, la Chine avait déjà inventé ce que l'on appelle la modernité. Elle avait inventé la laïcité de l'État en se débarrassant de la religion d'État qu'était le bouddhisme à l'époque antérieure et en adoptant une philosophie politique, le confucianisme réinterprété, inventé la modernité laïque. Elle avait inventé le service public, par concours et non pas par recrutement des enfants des aristocrates. Elle avait inventé le principe fondamental de la modernité, c'est que les êtres humains, les sociétés, le pouvoir aussi, font l'histoire. L'histoire n'est pas faite par Dieu ou par les ancêtres, elle est faite par les générations successives. Donc la Chine était très en avance. La Chine des calculs ont été faits au début de la révolution industrielle, jusque dans les années 1820, et c'est pas très ancien, 1820. Le PIB per capita, si on le mesure ainsi, de la Chine était supérieur à celui de la Grande-Bretagne, de l'Europe. Et le niveau de vie des paysans chinois était meilleur que le niveau de vie des paysans européens. La Chine a perdu sa place dans un moment très court de l'histoire par les destructions que la conquête impérialiste ont apporté à la Chine. Alors, la résurgence de la Chine, et on pourrait en dire autant de l'Inde, la résurgence de l'Inde comme la résurgence de l'Iran ou de l'Égypte ou de la Mésopotamie, l'Irak dévasté par l'occupation américaine, ne sont pas des choses qui devraient nous paraître curieuses. Je me souviens une fois, c'est caricatural mais c'est amusant, c'était dans une assemblée des Nations Unies dans les années 60, il y avait un orateur néo-zélandais, je précise bien Nouvelle-Zélande, qui, s'adressant aux pays du tiers-monde, disait « Vous les jeunes nations ». Et il se trouvait qu'au premier rang, il y avait un Chinois, un Égyptien, moi, un Irakien, un Iranien. Nous, les jeunes nations, dit par un Néo-Zélandais, ça nous paraissait curieux. On a souri, mais je crois qu'il n'a pas compris. Bon, alors, il n'y a rien de curieux à cela. Mais la question qui se pose, c'est quelle renaissance? Dans quel cadre? Et là, nous retrouvons les défis universels. Est-ce que cette renaissance va se faire? Elle se fait dans le cadre exclusif du capitalisme et du système mondial capitaliste, ou est-ce qu'elle est contrainte d'aller au-delà? Bon, je crois qu'une bonne partie des classes dirigeantes des pays en question, à l'heure actuelle, pensent que cette renaissance se fait et peut se poursuivre dans le cadre du capitalisme. Je crois, pour ma part, qu'ils ont tort, qu'ils se font une illusion, et que d'avancer dans la renaissance et la réaffirmation tout à fait légitime de leur peuple et de ces vieilles nations impliquera qu'ils participent à l'invention du socialisme. ¿Usted cree que China podrá quedar al margen del impacto de la crisis actual? La Chine ne va pas souffrir terriblement de la crise actuelle. Elle en souffrira marginalement parce qu'elle participe à la mondialisation commerciale et ses exportations vont souffrir de la récession ou de la dépression qui va s'approfondir.
mais pas beaucoup plus. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, le système chinois, bien qu'intégré dans la mondialisation capitaliste, au plan commercial, au plan technologique, au plan des investissements, n'est pas intégré dans le système monétaire et financier mondialisé. Le pouvoir chinois a conservé le contrôle intégral ou presque du système bancaire, des assurances de la Chine. Et comme c'est à travers la crise financière que les pays capitalistes développés, les centres impérialistes ou sous-développés des périphéries capitalistes vont souffrir le plus, la Chine est largement en dehors de ce danger. Y además, yo pienso, usted me corrige si me equivoco, pero que China tiene una gran ventaja, que es que tiene un gran mercado interno potencial para paliar el golpe de un impacto, de una restricción del comercio exterior. Vous avez parfaitement raison, et le pouvoir chinois a amorcé des actions, je dirais, correctives du développement capitaliste qui a été, dans les années 90 notamment, pratiquement exclusivement export-led, comme on dit en anglais, c'est-à-dire orienté vers l'exportation à partir des provinces côtières. Et elle a amorcé cette correction à partir de 2002 par des investissements massifs dans les provinces de l'intérieur et par des investissements massifs dans l'agriculture et la petite industrie rurale pour améliorer la production à l'hectare, c'est-à-dire maintenir intensifier la production agricole et alimentaire et par conséquent élargir la base du marché intérieur.